Tout ce que je sais, je l'ai appris dans ce qui restait des colonies de vacances imaginées par les Juifs du Parti communiste français, juste après la guerre, pour donner du bonheur, pour que prennent l'air, pour que voient pour la première fois la mer les rejetons des disparus, déportés, fusillés, qu'on envoyait passer 4 ou 5 semaines dans les provinces de France ou dans les pays frères de l'Union soviétique et qui revenaient en pleine forme, les yeux brillants de joie, des chansons hilarantes dans la poitrine, dans la gorge, dans la bouche et un foulard de pionnier d'élite autour du cou. Est-ce qu'il fallait encore consoler les enfants de ces enfants-là? Quelques décennies plus tard, ils avaient toujours le loisir de partir, non plus vers les contrées du bloc, mais dans le Périgord. Et c'était toujours comme avant. Et il restait même suffisamment de juifs communistes pour composer l'équipe de direction. Et quelques-uns, pas beaucoup, des enfants de la colonie avaient des parents qui étaient eux-mêmes juifs communistes. Et quelques autres, beaucoup plus rares, des parents qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient quand même communistes. Et la grande majorité des parents qui n'étaient plus communistes, mais qui étaient toujours juifs. Les enfants, pour leur part, étaient juifs en général, mais ils n'étaient pas spécialement communistes, au grand regret de l'équipe de direction qui déplorait parfois leur individualisme, leur mauvais esprit, leur obscénité, leur attachement à la propriété privée. Mais elle les couvait tout de même, s'occupait d'eux comme une autre famille avec beaucoup de générosité et beaucoup de chaleur. Et leur apprenait El pueblo unido jamás será vencido, ou bien Here's to you, Nicolas and Bart, rest forever here in our heart. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Et les séparait en bourgeois, nobles et paysans quand venait le 14 juillet, et leur faisait jouer des pièces de théâtre progressistes et didactiques, souvent du Bertolt Brecht, tête ronde et tête pointue, ou grand-peur et misère du Troisième Reich. Et c'est ce qui m'est arrivé. À 11 ans, j'ai fait le SA dans la Croix-Blanche, avec toute la sévérité et la grossièreté dont j'étais capable. Une moustache dessinée au bouchon brûlé, et à dire des choses comme « Tandis que je suis assis là, la gueule pleine de sauce rémoulade ». On nous réunit dans un square du 10e arrondissement, on nous embrasse, puis on nous fait monter dans un car. Le car roule toute la nuit. On arrive au matin dans un château, nommé Château du Roc, situé dans le Périgord.
On nous répartit selon nos âges en petits, moyens, grands, préado 1, préado 2, ados. Les petits, moyens, grands dorment au château, les préados, ados dorment dans des tentes. Les moniteurs expérimentés s'appellent moniteurs, les moniteurs débutants qui passent de groupe en groupe s'appellent jeunes cadres. Réveil, petit déjeuner, activité, déjeuner, sieste, temps libre, activité, douche, dîner, veillée, coucher. À la fin du séjour, festival. Chacun des groupes présente un spectacle de théâtre. Le dernier jour, sioule. Les colons et les moniteurs s'affrontent en une sorte de rugby primaire où tous les coups sont permis. Les moniteurs gagnent toujours. La première année pour moi, 1980, l'année des Jeux Olympiques à Moscou. Les Américains boycottent, les Français boycottent la cérémonie d'ouverture, la colonie organise des Jeux Olympiques. On nous répartit par continent, Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie. Je suis dans l'équipe américaine. Durant la compétition, il convient d'arborer les couleurs de son continent, noir pour l'Afrique, jaune pour l'Asie, vert pour l'Europe, bleu pour l'Océanie et rouge pour l'Amérique. J'ai dans mon trousseau un t-shirt et un slip rouge. Je reste comme ça pendant toute la durée des Jeux Olympiques, en slip et en t-shirt. En rouge dans l'équipe d'Amérique qui, cette année-là, a boycotté les Jeux Olympiques à Moscou. Nous remportons l'épreuve de volleyball junior, c'est-à-dire du volleyball avec un ballon gonflable. Alors, j'ai tenu absolument à venir avec ça, ce clou, cette guitare électrique. C'est une guitare tchécoslovaque de 1964. J'ai pensé que ça se prêtait bien à l'occasion. Alors la marque, c'est Jolana, c'est une Yolana, de la série Tornado. Tornado qui est le genre de nom qu'on aimait bien dans ces pays-là à l'époque parce que ça dégageait une idée de vitesse, de puissance. Tornado, torpedo, dynamo, des noms comme ça. Des colos pareils, depuis 1945, il y en avait eu à Aix-les-Bains, Ansel, Aurillac, Broc, Cannes, Celles-sur-Plaine, Château-Gontier, Châtel, Compiègne, Entremont, Aucessin, Andaille, Osgore, La Fécla, La Motte-les-Bains, La Motte-Saint-Martin, La Salcée, le Roc, c'est celle où je suis allé, c'est celle dont je parle, les Ciernes d'Albeuve, les Jais, les Giettes, les Ains, Mercy-le-Haut, Mimizan-Plage, Mont-sous-Vaudrey, Nice, Pras-sur-Arly, Pornichet, Saint-Jean-de-Luz, où il y avait un grand hôtel, Saint-Paul-sur-Save, Saint-Pierre-d'Irube, Savenne, Saxel, Soumansac, Stella-Plage, Tarnos, qui était une municipalité communiste, et c'est là qu'allait mon père, Uriage, Vérossaz. Et avant ça, des foyers d'enfants à Sainte-Maxime, Montreuil, Livry-Gargan, Le Rincy, Arcueil, Aix-les-Bains et Andrézy. Andrézy, non loin de Paris, où se trouvait le beau manoir de Denouval, qui par chance appartenait à un collabo. Je dis par chance parce que, appartenant à un collabo, on pouvait plus facilement le réquisitionner. La CCE est née de l'UJRE, elle-même en étroite liaison avec le MNCR et la MOI. La Commission centrale de l'enfance est née de l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, elle-même en étroite liaison avec le Mouvement national contre le racisme et la main-d'œuvre immigrée. On se donnait beaucoup de national, de centrale, d'union, de France, dans ces organisations juives issues de la résistance communiste, montées pendant la guerre ou à la sortie de la guerre. Depuis, entre les anciens de la CCE de toutes les époques
Il règne comme une alliance, un pacte. C'est plus fort qu'une confrérie, plus ramifié qu'une secte, plus puissant qu'une amicale, qu'une officine, qu'un lobby, qu'une congrégation, qu'une église. C'est à la vie, à la mort. Il y a des rituels, une question qui est comme un mot de passe et qui n'a jamais varié depuis des générations et sert à faire le partage entre les anciens et les nouveaux, entre les nouveaux plus anciens et les nouveaux nouveaux. Et cette question, c'est toi. T'as connu Louba? Car Louba était une des premières monitrices de la CCE. On dit qu'elle était déjà à Andrézy et sa longévité fut extraordinaire. Louba, celle qu'on appelait la mère aux 1000 enfants, mais c'était par modestie ou pour que ça sonne mieux. Elle en eut en réalité 50 000. Toi, t'as connu Louba? Voilà ce que ne manquent pas de se dire deux êtres d'aujourd'hui lorsqu'ils se découvrent mutuellement anciens de la CCE. Moi, par exemple, j'ai pas connu Louba. Mes amis, approchez-vous. Ce soir, nous ferons une descente. Une descente? Oui, une descente, mes amis. Silence et discrétion, nous ferons ce soir une descente. Et qu'est-ce que c'est que ça, une descente? Une descente, enfin. Silence et discrétion, voilà comment tu comprends les mots d'ordre. Est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de lui? Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de moi? J'ai dans l'idée que je suis le point faible de votre projet de descente, que par moi, fatalement, va s'éventer le bruit de votre descente, encore que j'ignore tout, croyez-moi, de ce que vous descendrez ce soir, avec silence et discrétion. Approchez-vous. Je dis que tout le monde participe à la descente. Tout le monde. Une première descente, c'est aussi une descente. Alors, grandeur d'âme, c'est acquis. Tout le monde sera ce soir, cette nuit, de la descente. Mes amis, sans vouloir trahir, enfreindre silence ni discrétion, me ferez-vous l'honneur? Aurais-je l'idée de ce qu'est la descente avant d'être de la descente? Descente! Novice, profane, bisu, débutant, conscrit, bleu, gamin, puceau, enfant tombé de la dernière pluie, apprenti, candide. Descente. Visite nocturne de la tante féminine. Descente, visite nocturne de la tante féminine. Je suis une tombe. Je suis une tombe. C'est illégal? Oui. C'est puni? Oui. Sévèrement? Très. Je suis une tombe. Ça y est, c'est la descente, n'est-ce pas? Oui, c'est la descente. Tu as traversé le parc sans encombre. Oui, sans encombre. Avec mes camarades autour de moi, sans aucun bruit, comme dans un rêve. Et maintenant, tu es dans la tente féminine. C'est ça.
Je suis dans la tente féminine maintenant. Quelle drôle de sensation, n'est-ce pas? Quel événement quand tu es entré avec tes camarades dans la tente féminine, quand vous vous êtes glissés sous la toile. Quel frisson il y a eu, quel petit scandale. Ah oui, oui, quel petit scandale, quel frisson. Peur, surprise et protestation, voilà avec quoi nous avons été accueillis par les filles qui ne dormaient pas dans leur tente féminine. Oh non, 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 non. Oh là 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 là. Non. Voilà à peu près ce qu'ont dit les filles quand elles se sont aperçues que vous étiez entrés dans la tente féminine. Oui, c'est ça. Non, non, non. Alors j'ai voulu proposer à mes camarades de retourner dans la tente masculine, mais ils s'étaient déjà savamment dispersés dans la vaste tente féminine. Et mes mots sont restés dans ma gorge. Et maintenant, je suis assis sur le bord du lit d'une fille de la tente féminine. Sur le lit de qui ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dort, je pense. Tu es sûr ? Je ne sais pas. Et les autres ? Les autres ont l'air de savoir à qui sont les lits sur lesquels ils se trouvent. Tu les vois ? Non. Tu les entends ? Oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rient, ils se taisent, ils rient, ils se taisent, ils rient, ils se taisent. Et les filles ? Quoi, les filles ? Elles ne protestent plus ? Ah ben, ça, c'est les filles, ça. C'est dur pour toi. Ouais. C'est dur, cette descente. Mais tu apprends des choses. Bon, je les savais déjà, ces choses. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mouvement vif dans la tente. Comme une fuite ? Oui, comme une fuite. Alerte. C'est découvert. Il faut s'enfuir. Et voilà, je cours dans le parc. Et voilà, je cours dans le parc de la colonie communiste. Et voilà, je cours dans le parc. Et voilà, je cours dans le parc de la colonie communiste. Il fait un froid nocturne dans le parc. Il souffle un vent nocturne dans le parc de la colonie communiste. Une horde de moniteurs communistes déferle du château communiste et se lance à nos trousses dans le parc. Je cours les yeux fermés dans le parc. Je cours, c'est la nuit noire dans le parc de la colonie communiste. Où sont mes jeunes amis communistes ? Où sont mes camarades communistes ? Ils se sont évanouis dans le parc. Un moniteur sportif et communiste m'a pris personnellement en chasse dans le parc. Je le sens derrière moi dans la nuit. Je cours les yeux fermés dans le parc.
J'entends son rire vainqueur dans la nuit. Où sont mes camarades communistes? Où est la solidarité communiste? Mes genoux se dérobent dans ma course, mes genoux se dérobent dans ma course. Je m'écroule sur un sol inégal. On m'attrape de manière communiste. On m'emmène au château communiste, c'est le 5e repas au château. Les moniteurs me jugent en souriant. On m'adresse un sermon communiste. On parle de punition communiste. On parle de mon renvoi immédiat. Puis on me raccompagne dans le parc, je passe devant le magnolia communiste, puis on me raccompagne à mon lit. Dans le silence, je sens mes jeunes amis communistes qui retiennent leur souffle dans leur lit, qui retiennent leur rire dans la nuit. La guitare aussi, bien sûr, c'est pour faire troubadour, griot, rhapsode. Tu racontes et en même temps tu t'accompagnes. C'était ça mon idée, c'était ça que je voulais faire. Je le dis pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'il a pris une guitare, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas simplement son texte sans tralala. Mais parce que moi, je raconte une épopée, ou disons la fin d'une épopée, et qu'à défaut d'avoir été un acteur des heures historiques de cette épopée, je voudrais, enfin je rêverais, mais est-ce que je peux le faire? Je rêverais d'être au moins le poète épique de cette épopée. Et le poète épique, non seulement il raconte, mais aussi il chante, et aussi il s'accompagne avec un instrument à cordes. Et donc, voici mon instrument à cordes, cette guitare, qui est une guitare électrique, mais dont je ne joue pas comme d'une guitare électrique, vous l'aurez sans doute remarqué, j'en joue très modestement, très prudemment, comme d'une guitare sèche, c'est-à-dire comme je peux. Mais c'est néanmoins une guitare électrique, bien sûr, puisque je parle subjectivement d'un épisode très mal connu de l'histoire du communisme en Europe occidentale à l'ère de la post-électrification. Et est-ce que tu te souviens de ce moniteur qui s'est fait renvoyer? Bien sûr que je m'en souviens, moi je l'aimais bien. Il était séfarade, c'est quand même pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il s'est fait renvoyer, bien sûr que c'est pas pour ça. Il avait couché avec une des filles, elle n'était pas majeure, mais elle ressemblait beaucoup à une femme et c'était qu'une colonne. Et lui, ma foi, c'était un moniteur, il n'était pas malin. Il faisait des confidences à droite à gauche, sûrement qu'un de ses collègues l'a dénoncé. Toujours est-il qu'un soir, on l'a trouvé au lit avec la fille et on l'a renvoyé. On aurait pu régler tout ça plus secrètement, sans qu'il y ait de scandale. On aurait pu. Facile à dire, on ne l'a pas fait. Un jour, en 1984, on nous a dit « il va y avoir un film pour la télévision. Ça va être un film sur les patronages, sur les juifs communistes français, sur ces juifs qui croyaient beaucoup, qui avaient cru à tout, à la France, à l'URSS, etc. Et là, à ce moment-là, dans les années 50, c'était justement à ça qu'ils croyaient, l'URSS, le communisme, avec beaucoup de force, beaucoup de ferveur. C'était ça qu'on verrait dans le film, une famille de juifs communistes français qui croit très fort dans le communisme et donc qui est très militante, avec le fils qui collectionne les insignes du parti et la fille qui vend le journal du parti et le père qui a son petit atelier de confection et qui ne veut pas que son employé l'appelle patron. Et alors,
Dans le film a lieu la tournée à Paris d'un orchestre soviétique dans lequel joue le neveu russe du père de la famille en question. Et évidemment, c'est le plus grand jour de sa vie, tout le quartier va venir, tous les copains du parti vont venir, et à ce moment-là, le père est vraiment le roi de sa cellule. Seulement, après le spectacle, le neveu russe demande s'il peut aller prendre une douche à l'appartement de la famille. Et on lui dit « bien sûr », et lui, il en profite pour se tirer. Il disparaît. Et à partir de ce moment-là, la famille a tout le parti sur le dos. Et au début, le père est très remonté contre son neveu, il trouve que c'est un voyou, un traître, un hooligan, mais ensuite, à force d'être surveillé, suspecté, ça commence à se retourner en lui, sa foi dans le parti s'érode, et à la fin, il y croit beaucoup moins qu'au début. Ça s'appellerait les lendemains qui chantent, ils avaient besoin de plein de gosses pour faire le retour de colonie et le patronage, et donc on allait jouer dedans. Avec d'autres de la CCE, on allait même à peu de choses près jouer le rôle de nos parents. Et quasiment tout ce qui restait de juifs communistes ou de leurs descendants dans la région parisienne apparaissait dans le film. Et mon père disait, dis donc, Fansten, Grimbert, Grombe, Weisbrot, Friedland, Gutmann, Narva, Hershboin, Kukafka, c'est pas une distribution, c'est une rafle. À vrai dire, notre prestation dans le film consistait pour l'essentiel à interpréter en chœur un certain nombre de chansons d'époque. Et ces chansons étaient fameuses. Nul d'entre nous, je le sais, ne les a oubliées, ni ne les oubliera jamais. Et c'est pareil pour nos parents qui les chantaient sans faire semblant. Ce sont des chansons qui restent. D'abord, la plus classique, la plus pure. Jeunesse ardente. Vibrante, altière, pompeuse, épique. Nous sommes la jeunesse ardente qui veut escalader le ciel. En un cortège fraternel, unissons nos mains frémissantes. Sachons protéger notre pain, nous bâtirons des lendemains qui chantent. En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, fils et filles de l'espérance, nous ferons se lever le jour. À nous la joie, à nous l'amour. Comme un torrent qui se déploie, courons dans son rayon, luttons. Avec tout ce que nous gagnons, brisons la chaîne qui nous broie. Vive la paix, la liberté, notre printemps veut un été de joie. En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, fils et filles de l'espérance, nous ferons se lever le jour. À nous la joie, à nous l'amour. Ou alors, dans une veine plus internationaliste, mais non moins confiante, nous sommes des millions sur la terre à vouloir le soleil et le bonheur. Nous barrerons le chemin à la guerre, unissons-nous contre le malheur, peuple du monde, formons la ronde immense de la paix. Et dans la joie que chacun réponde au grand appel de la liberté. Il y en avait une que pour ma part j'aimais plus que les autres et qui faisait « Une seule espérance nous rassemble et nous dicte sa loi. Et sur cette espérance nous avons établi notre foi. Tous les pays du monde dans leur langue répondent. Par la jeunesse vient la promesse d'un avenir meilleur. Nous voulons chasser la haine pour toujours, pour toujours, pour toujours. Et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous voulons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour,
amour sans retour. Celle-là donc était ma préférée, je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être à cause du couplet qui avait une sorte de vigueur, quelque chose d'un peu russe. Ou bien alors c'était à cause du refrain qui était irrésistiblement joyeux et entraînant. Et puis, il y avait cette chanson étonnante en hommage à Maurice Thorez, figure légendaire du Parti communiste français et personnalité à laquelle on savait ici rendre beaucoup d'honneur. C'était intitulé « Buvons camarades ». Depuis que bat le cœur des hommes, notre idéal est le plus beau. Il nous a fait ce que nous sommes. Maurice porte le drapeau. L'étoile claire de Staline ouvre l'amour au monde entier. La route mène au socialisme, Maurice marche le premier. Buvons, camarades, buvons, que l'avenir nous appartienne. C'est à lui que nous le devons. À la tienne, ami, à la tienne. Buvons, camarades, buvons, à la santé de Maurice, à la santé de la paix, au bonheur, à la justice. Buvons au peuple français, buvons, buvons, au bonheur, à la paix. La phrase « La route mène au socialisme » nous plongeait en outre dans la perplexité et nécessita quelques mises au point idéologiques. Pourquoi la route mène au socialisme? Ce n'est pas des socialistes, ils ne sont pas socialistes. Non, ils ne sont pas socialistes au sens où aujourd'hui tu penses socialiste par rapport au parti socialiste. Ils ne sont pas du parti socialiste. Ils sont communistes, bien sûr. Les communistes et les socialistes, ils se sont séparés, d'accord? Absolument. T'es sûr que ce n'est pas une erreur? En fait, c'est la route mène au communisme, Maurice marche le premier, ça serait quand même plus logique. Vu qu'ils sont partis du socialisme pour faire le communisme, si après ils reconnaissent que la route mène au socialisme, ça veut dire qu'ils sont plantés, quoi. C'est un aveu d'échec. Alors justement, non. C'est pas tellement une chanson sur les échecs du communisme. Je ne sais pas si tu as remarqué. Bon, c'est ça qui est un peu compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as le socialisme qui est un stade de développement du communisme. Une organisation de la société qui permet d'arriver au communisme, qui lui est le stade ultime, si tu veux. Mais il faut en passer par le socialisme pour arriver au communisme. Et c'est là-dessus que les socialistes et les communistes ne sont pas d'accord. Par conséquent, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute de frappe, c'est bien l'étoile claire de Staline ouvre l'amour au monde entier, la route mène au socialisme, en attendant, Maurice marche le premier. Et pour bien chanter ça, nous passions nos mercredis à la SFP, rue des Alouettes, dans le 19e arrondissement de Paris, où Dante, le grand frère, l'aîné, faisait le moniteur et s'arrachait les cheveux dans la vie, comme dans le film, à essayer de nous faire sortir correctement ces quelques hymnes. Et tandis que nous nous retrouvions les uns les autres sur le chemin menant à la société française de production, nous venaient naturellement à la bouche les refrains que nous allions répéter dans l'après-midi. Et les passants, médusés, voyaient défiler une guirlande d'enfants qui entonnaient dans la rue des choses comme « L'étoile claire de Staline ouvre l'amour au monde entier ». Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces êtres qui traversent le parc? Ces monstres? D'où ils sortent? C'est quoi? C'est qui? C'est les ados. Ah bon? Les ados? Quelle horreur! Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus leur visage ni leur corps? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette apparence? Je veux dire, plus d'apparence, plus aucune apparence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont sur eux? De la boue, c'est ça? De la boue qui a séché sur eux? On dirait de la boue qui a séché. Ils sont entièrement recouverts de boue. C'est ça, c'est pour ça qu'ils n'ont plus d'apparence. Ouais, c'est ça. C'est de la boue, ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils en ont comme ça sur tout le corps, de la boue, les ados? Comment ça se fait? Ils reviennent de la spéléo. De la spéléo? Oui, de la spéléo. Les ados ont fait de la spéléo, ils reviennent de la spéléo. Mais je ne sais pas ce que c'est, moi, la spéléo. On voit bien que tu ne sais pas.
Spéléologie, exploration des cavités du sous-sol, grottes, cavernes, gouffres. On fait ça ici, l'exploration des gouffres. Les ados le font. C'est intéressant, c'est bien. C'est le retour qui est bien. Quand on traverse le parc sans apparence, qu'on jette ses vêtements couverts de boue, qu'on s'en débarrasse. Ils ont l'air hilars. On dirait des créatures qui rigolent. Oui, ils sont allés dans les grottes, dans les cavernes, en dessous. Ils ont nagé dans les eaux souterraines. Ça leur donne des droits. Je ferais ça, moi, quand je serais ado, j'irais en spéléo. Non, bizarrement, toi, tu n'iras jamais en spéléo. Ça ne se fera plus quand tu seras ado. C'est décevant, ça. Je ferais quoi, moi, alors ? Tu feras les 2 autres activités qu'on pratique pendant 3 jours loin du château. 1, tu désherberas le champ de tabac. C'est bien, ça, comme activité ? Non. Comme activité, c'est ce qu'il y a de pire. C'est fatigant, il fait chaud, c'est toujours la même chose. Non, là, le paysan qui a refourgué ça à la direction de la CCE a été très malin. Très, très malin. On lui désherbe son champ de tabac pour pas un rond. Il n'y a vraiment qu'à lui que ça profite. Le bénéfice pour les enfants est très maigre, à part ressentir dans leur chair la condition des exploités. C'est déjà ça. Mais on dort dans la grange, dans du foin. Ah. Et donc, dans le foin, tu embrasseras une grande fille brune frisée qui s'appellera Cécile. Ah, d'accord. Très bien. Une grande fille brune qui te fera des promesses pour plus tard, mais qui ne reviendra pas à la CCE et que tu ne reverras plus jamais. Bon. Et 2, tu iras à Trélissac. Et qu'est-ce qu'on fait à Trélissac ? À Trélissac, du canoë-kayak. C'est bien, Trélissac ? Oui. Très, 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 très. On allait à Trélissac faire du canoë-kayak. Quelques jours détachés de l'autorité centrale du château, poste avancé, position d'avant-garde, antenne pour expérimenter des mœurs, en dehors de tout contrôle, sous couvert de glisser sur la Dordogne, à bord d'esquifs. Retraite autarcique, hiérarchie évanescente, organisation naturelle, tente mixte, repas à heures mouvantes. On faisait du canoë-kayak. Avec les colonies cantonnées au même endroit, on trouvait des motifs d'affrontement. Football, jeux aquatiques, debout, face à face, chacun à une extrémité du kayak. Le dernier qui tombe, le dernier qui tombe est un crack. On allait à Trélissac. On entrait à 5 dans un sac de couchage. On s'entassait dans le noir, sans rien. Et là, on se mettait dans la bouche tout ce qui nous tombait sous la main. Une jambe, un pied, un coude, une bouche, un pouce, un genou, un ventre, un sein. Oh, je veux retourner à Trélissac, monter la garde toute la nuit. Pour rien, pour le plaisir. Être la sentinelle des bourgeons qui éclatent à l'intérieur de moi. Je veux retourner à Trélissac, au bord du courant, épouser les méandres, onduler avec les entrelacs qui tordent la rivière, boire l'eau des flaques. Je veux retourner à Trélissac, dessaler en kayak, rester longtemps comme ça, la tête en bas, au fond d'un affluent. C'est là que je veux retourner à Trélissac. C'est là que je veux retourner à Trélissac. Oh, souvenir passé, tu es mon seul miroir. Dis-moi si j'ai trouvé la source, dis-moi si je m'égare. Est-ce que je suis bien toujours le même ?
Est-ce que je n'ai pas complètement dévié de l'origine? Dis-moi si je suis dans le vrai ou si je me suis trahi, perdu. Dis-moi si je brûle ou si je coule, si je brûle ou si je coule. Et puis, la guitare, pour moi aussi, c'est complètement lié à la CCE. Et ça participe de l'accord intime, du pacte profond qui existe entre la colonie de vacances et la guitare. Que serait la colonie de vacances sans la guitare, d'une part, mais aussi, que serait la guitare sans la colonie de vacances? Et il ne m'avait pas échappé à moi le prestige de celui qui prenait la guitare, comme ne m'avait pas échappé le fait que F ou DG ou L, les moniteurs dont c'était l'apanage, n'en tiraient pas tout le bénéfice qu'ils auraient pu. Et le plan que je mûrissais pendant toutes ces années, c'était de maîtriser la guitare pour qu'éclate cette maîtrise au mois de juillet à la CCE. Seulement, rien n'y faisait, je manquais de persévérance. Maintenant, j'ai un peu avancé sur la guitare. Je ne sais pas faire grand-chose, mais pour la CCE, ça aurait été largement suffisant. Seulement, c'est trop tard. Parfois, je refais défiler ma jeunesse passée à la CCE et j'imagine ce qu'elle aurait été si j'avais eu la force de me mettre plus tôt à la guitare. Ma vie d'hier, avec mon niveau de guitare d'aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Faut pas avoir de regrets. Et est-ce que tu te souviens de l'année où au retour il y a eu du grabuge? Bien sûr que je m'en souviens. J'ai vu que ça s'engueulait très sévèrement, seulement j'avais aucune idée de pourquoi. Je comprenais rien du tout. Certains anciens, certains de nos parents se disputaient avec la direction. C'était à cause d'un film qui était passé à la télé d'un type nommé Moscou, des terroristes à la retraite. Moscou a toujours eu des titres splendides. Son film suivant s'appellera Ni travail, ni famille, ni patrie. Ça parle de la Moye, de la main-d'œuvre immigrée, des partisans, des juifs ou des anciens de la guerre d'Espagne engagés dans la résistance communiste. Et le film disait qu'à la fin de la guerre, tous ces gens avaient carrément été lâchés par le PC, qu'on ne les avait pas reconnus, qu'ils avaient fait les frais de la réconciliation nationale. Et c'est là-dessus que ça s'engueulait. La direction de la CCE disait « c'est des mensonges, c'est inexact, c'est faux, vous ne pouvez pas dire ça ». C'est les femmes qui ont inventé tout ça. Les femmes juives des années 40. Je veux dire de s'occuper des gosses qui n'ont plus de famille, ou qui n'ont plus assez de famille, ou dont la famille n'a plus assez pour s'occuper d'eux. Les planquer comme des colis suspects, discrètement, efficacement. Pas toujours assez pour la maréchaussée française à laquelle on ne la fait pas. Rapport de police cité par Adam Reski, historien et responsable de la Moye. Bécassine, Sophie Schwartz, rencontre à 11h40 à l'angle de la rue de Charonne et de la rue des Boulets la nommée Goldgevitch, pénètre au 36 de la rue Amelot et en ressort quelques minutes après. À 19h10, Goldgevitch prend le métro à la Trinité et redescend à Saint-Mandé. À la sortie du métro, elle rencontre une femme accompagnée d'un enfant d'environ 7 ans. Goldgevitch prend le paquet, emmène l'enfant, prend le métro, descend à Gare de l'Est ou sur le quai direction Porte d'Orléans. Elle retrouve à 19h40 Victorine et Angèle Teschka-Tenenbaum. Victorine part avec l'enfant et le paquet. Les planquer. Et puis imaginer une autre famille à ceux qui ont perdu la leur apprendre à perdre l'habitude de cacher qu'ils sont juifs, et puis en attendant, organiser ces maisons comme de petites républiques d'enfants
autogestionnaire, parce que c'est la meilleure organisation possible. Je sais, on dit que les Juifs sont forts avec l'argent, qu'ils ont le sens du commerce, qu'ils n'ont pas leur pareil dans les affaires. Eh ben, c'est pas vrai. Ceux qui disent ça, ils sont jamais allés à la CCE. J'ai pas les chiffres, mais je me suis bien aperçu qu'à partir d'une certaine époque, ça marchait plus du tout. Ça tournait plus. Après le milieu des années 80, ça sentait la ruine économique, cette histoire. Le temps que durait la colonie se rétrécissait chaque année, tandis que le prix augmentait en proportion inverse. Quand même, les parents payaient à chaque fois, ils n'avaient pas le choix. Autrement, les gosses leur faisaient une crise de nerfs. Et puis, c'est devenu intenable. Il a fallu se séparer du château. Ça se termine toujours comme ça. Dans la vie, dans les pièces de théâtre. On s'amuse, on s'amuse. Pendant ce temps, le monde change. On se réveille sur la paille. Les prix ont grimpé dans notre sommeil. On doit partir. On doit vendre. D'autres arrivent. Ils font des lotissements. Ils construisent. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Et puis, enfin, la guitare, c'est parce que nous, les gens originaires de l'Est ou d'ailleurs, on adore la musique. La grande musique, la petite musique, n'importe quelle musique, on adore. Le premier crin-crin, le premier flonflon qui passe, tout de suite c'est pour nous, c'est instinctif, on résiste pas. Tu nous mets de la musique, une rengaine, un folklore, bah, tout de suite on est content, on chante, on danse, on oublie, tout s'arrête. C'est pour ça qu'on est d'humeur très changeante, ça dépend de la musique. Quand il y en a, on l'écoute, quand il n'y en a pas, c'est pas grave, on se la joue quand même. Si on pouvait, on en collerait partout, de la musique, de la musique, de la musique. Ce qu'on aime, c'est quand ça vient de nulle part, quand ça vivote dans les coins, comme ça. Un truc un peu aigu, un peu tenace, un fil, un bout de mélodie qui expire. Le moment du retour donnait lieu à une immense lamentation collective. Un pleur généralisé, endémique, universel. Ça pleurait partout, à l'intérieur, à l'extérieur, sur le perron, sous le porche, au milieu des valises assemblées pour le départ. On sanglotait bruyamment, on se tombait dans les bras. On enfouissait dans le cou de n'importe qui son visage rougi, humide, brûlant. Et se mêlaient les larmes, et le torrent grossissait. Parfois des assemblages se formaient,
des monstres pleurant à 3, 4, 5, 10 têtes, soudés en rond par les bras, par les épaules, d'où émanaient des mugissements particulièrement longs, profonds et pathétiques. Et les pleurs appelaient les pleurs et se muaient jusqu'en cris, jusqu'en hurlements douloureux, autant pour les faire entendre aux autres que pour s'entendre pleurer soi-même. C'était d'une impressionnante contagion. Le château et le parc n'étaient plus qu'un brame absolu, une énorme décharge élégiaque et lacrymale, et personne n'y échappait. À part certains des plus petits, ceux qui ne comprenaient pas, ceux assoupis à force d'attendre, ceux qui n'avaient encore rien vécu et qui n'étaient pas bouleversés par les pleurs des autres. Mais à part cela, tout le monde y allait avec de moins en moins de retenue. Les garçons, les filles, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les colons, les moniteurs, et même la direction pleurait. Elle pleurait silencieusement, elle pleurait pudiquement et sobrement, mais elle pleurait quand même. Et surtout, les plus costauds, les plus forts, les plus célébrés, les idoles, ceux-là aussi pleuraient. Ils pleuraient même admirablement, avec tous leurs muscles, avec leur torse, avec leur grandeur. Ils pleuraient, voilà. Et quand le râle était bien unanime, il arrivait que l'un d'entre nous, immédiatement suivi de quelques autres, relève la tête et entame un chant, quelque chose du mois passé ensemble. Et la chanson partait du fond du désespoir, articulée dans des sourires tragiques. Un chant de la gorge qui faisait mentir ses paroles de joie et disait le contraire de ce qu'il voulait dire. Et cette chanson-là finie, tous s'écroulaient encore plus qu'avant les uns dans les autres, avec encore plus de compassion, en gémissant encore plus fort, tout ce qui restait à gémir. Puis, l'heure arrivait d'un coup, le bruit du moteur, les valises chargées en un instant, et le silence et le calme, très doucement, éteignaient un par un les sanglots. Nous voulons chasser la haine pour toujours, pour toujours, pour toujours, et bannir la peur, la guerre, sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous voulons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre, sans retour, sans retour, sans retour, sans retour, sans retour, sans retour, sans retour. Et après ça, l'éloignement du château,
le quart au ralenti sous les feuillages, la poussière blanche sur la route, la disparition complète du jour. Et après ça, encore, les rires, le cœur serré, le sommeil. Nous voulons chasser la haine pour toujours, pour toujours, pour toujours, et bannir la peur, la guerre, sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous voulons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre, sans retour, sans retour.